Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Nous avons parlé dans l'épisode précédent de l'Italie. Un autre pays va être marqué par un contexte de violence révolutionnaire qui va donner lieu à une autre forme de guerre de l'information. Ce pays, c'est l'Allemagne. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors l'Allemagne, c'est un contexte bien entendu différent de l'Italie et par rapport à toutes les situations que l'Europe a connues durant cette période, années 60, années 70, rappelons-le, il semble que l'Allemagne aurait pu être le terrain d'expérimentation le plus efficace, si j'ose m'exprimer ainsi, par rapport à une pratique d'extrême gauche dans le domaine de la guerre de l'information. Alors pourquoi ? Je crois que ça va être assez évident pour tout le monde qui nous écoute. L'Allemagne sortait donc d'une expérience particulièrement difficile qui a été la Seconde Guerre mondiale, et même on peut la faire démarrer de 1933 jusqu'à 1945. Et cette expérience, c'est l'expérience du régime nazi qui, d'une certaine manière, va offrir sur un plateau d'argent la légitimité maximale que n'importe quel groupe d'opposition, et particulièrement à l'extrême gauche, était le moyen rêvé, cette légitimité maximale, pour lancer justement des opérations de guerre de l'information afin à la fois justement d'exister, d'expliquer le sens d'un combat, d'essayer de marquer des points. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas et il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est la réalité allemande. Quand j'entends l'expression réalité allemande, je me réfère en fait à un film qui a fait un peu parler de lui quand il est sorti en 2014, qui s'appelle Le labyrinthe du silence. Ce film, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il raconte l'histoire d'un jeune procureur du parquet de Francfort qui, fin des années 50 jusqu'au début des années 60, va mener une enquête approfondie pour essayer, et il y arrivera, de mettre devant un jury, lors d'un procès, 22 membres de la direction du camp d'Auschwitz. Alors pourquoi ce jeune procureur a-t-il fait ça ? Parce qu'il était conscient que l'Allemagne de l'après-guerre avait quelque part étouffer complètement un certain nombre d'aspects du nazisme, et notamment les pires. Et quand je parle des pires, je parle bien entendu de l'extermination qui était pratiquée dans un certain nombre de camps de concentration, extermination qui a touché, comme vous le savez, aussi bien les juifs que des militants communistes, des résistants, des homosexuels et d'autres populations captives. Alors ce film, Le labyrinthe du silence, qu'est-ce qui nous donne comme clé pour comprendre que cette fameuse situation allemande, elle est très particulière ? La première clé qu'il nous donne, même si c'est un film de fiction, il repose quand même sur des éléments de réalité et non des moindres. C'est la manière dont la jeunesse allemande, à la fin des années 50, appréhendait la Seconde Guerre mondiale. Et là, premier constat quand même assez étonnant, c'est que cette jeunesse allemande, dans sa très grande majorité, ignorait ou affirmait ignorer ce qui s'était passé dans les camps de concentration allemands notamment, ou même ignorer l'existence des camps de concentration. Deuxième élément que le film nous donne, et qui est un élément encore plus fort, c'est la façon dont un des responsables de l'extermination des Juifs, et notamment de pratiques médicales sur les Juifs, le fameux docteur Mengele, qui n'a jamais été arrêté comme le fut Eichmann après son enlèvement par le Mossad israélien pour être rapatrié en Israël et jugé en Israël. Le fameux docteur Mengele, on apprend grâce à ce film qu'il a fui en Amérique latine, mais qu'il a régulièrement fait des séjours en Allemagne, après la guerre. Et le jeune procureur finit par le découvrir, essaie de le faire arrêter et découvre qu'il y a une complicité tacite entre un certain État fédéral allemand, voire des Länder, notamment le Land. Mengele se rend régulièrement pour rendre visite à sa famille, et il découvre que l'arrestation de Mengele est impossible. Ce qui est quand même intéressant dans le sens où l'Allemagne de l'après-guerre, qui était censée avoir été dénazifiée, où on pensait qu'il y avait une nouvelle génération politique, que cette République fédérale allemande était devenue une véritable démocratie, etc., eh bien, fin des années 50, début des années 60, cette Allemagne-là, cette nouvelle Allemagne, ne fait rien pour faire en sorte que
un homme aussi abject que le docteur Mengele, donc ce médecin SS, auteur d'expériences terribles sur les déportés, soit arrêté et jugé en Allemagne. Le deuxième élément, cumulé au premier, montre que cette réalité allemande, elle est très particulière. Et il y a un troisième élément que j'aimerais rajouter, c'est que lorsqu'on essaie de regarder des traces de cette période, je pense notamment à plusieurs épisodes de la série Heimat qui a été diffusée sur Arte et qui part de l'après-Première Guerre mondiale jusqu'aux années 80. Il y a même une séquence sur la bande à Bader à la fin. On constate à travers cette série très très intéressante que le problème du nazisme en tant que tel, le problème de la dénonciation du nazisme, n'est pas quelque chose de fondamental. On y voit des formes de révolte, de remise en question, mais pas la remise en question de ce parcours très particulier que l'Allemagne a emprunté pour affirmer une certaine forme de puissance dans l'histoire du monde au cours du XXe siècle. Donc ces éléments-là m'amènent à la réflexion suivante, c'est-à-dire que l'extrême gauche révolutionnaire allemande, dans les années 60, on aurait pu imaginer qu'elle s'attaque en priorité absolue à ce qui restait de l'Allemagne nazie dans la Nouvelle-Allemagne. Et c'est vrai qu'on découvre en France seulement maintenant que les traces étaient très importantes. Alors c'était pas simplement le fait qu'un homme comme Gehlen soit mis à la tête du nouveau service de renseignement extérieur allemand, le Bundesnachrichtendienst. Donc le BND pour les intimes. Et Gehlen étant l'ancien dirigeant du service de renseignement militaire allemand qui officiait à l'Est face à l'URSS, le fameux FHO, marque déjà étrange de mettre à la tête d'un service de renseignement d'une république dite démocratique, d'amener un ancien nazi et non des moindres à la tête de service, ça pouvait déjà susciter quelques questions. Mais on sait aujourd'hui que la RFA a utilisé les services de beaucoup d'anciens nazis, notamment pour construire sa nouvelle armée. Les cadres qui ont construit la Bundeswehr étaient d'anciens membres de la Wehrmacht et parfois non des moindres. Et enfin, on sait, encore plus démonstratif, j'ai envie de dire, qu'un ancien SS très haut gradé dans cette structure nazie a joué un rôle très très important à partir du milieu des années 50 pour former, dixit les publications qui sont sorties il y a 2-3 ans sur le personnage, plusieurs centaines de milliers de cadres du monde économique allemand. Oui, vous faites la référence aux travaux de l'historien Johann Chapoutot et notamment à son petit livre Libre d'obéir, où il montre l'influence de l'ancien SS Reinhard Höhn, qui va former plus de 600 000 cadres après la Seconde Guerre mondiale, donc dans son académie du management, et former des cadres notamment à la guerre économique. Et en s'appuyant sur une doctrine qui était totalement héritée de la pensée nazie, sur une certaine forme de recherche de la performance dans le management des hommes, performance dans la manière d'obtenir un certain nombre de résultats à travers ce management des hommes. Donc, on voit bien que l'extrême gauche révolutionnaire allemande, elle aurait très bien pu s'emparer de ces sujets, sachant qu'en plus de cela, il y avait dans l'Allemagne fin des années 50, années 60, beaucoup d'anciens nazis qui vivaient en Allemagne et qui avaient, à différents titres, joué un rôle très important dans le système répressif nazi, voire dans ce qu'il avait de pire, aussi bien à travers le système concentrationnaire qu'à travers ce qui avait pu se passer dans les pays conquis à l'Est, notamment par rapport à ces troupes, ces bataillons de police auxiliaire et ces unités SS, les Einsatzgruppen, qui éliminaient à l'arrière de l'avancée des troupes allemandes en Union soviétique beaucoup d'individus, bien entendu des juifs, mais aussi les commissaires politiques de l'armée rouge soviétique et bien entendu aussi tout un tas d'autres personnages. Donc il y avait tous les éléments pour construire une guerre de l'information qui aurait pu être très subversive dans la mesure où la République fédérale allemande avait été reconstruite avec ces éléments-là. Et ces éléments-là, on ne peut pas vraiment dire qu'ils étaient ce qu'il y avait de plus génial pour reconstruire un pays sur le terrain démocratique. Et très bizarrement,
ça ne s'est pas produit ainsi. Alors pourquoi ça ne s'est pas produit ainsi ? C'est une question très intéressante qui, selon moi, n'a pas été vraiment étudiée. Il y a beaucoup de littérature sur l'histoire de la fraction armée rouge allemande. Il n'y a pratiquement rien pour expliquer comment une telle opportunité a été laissée de côté. Alors on peut m'objecter, c'est pas vrai, parce que vous comprenez, la fraction armée rouge allemande, en septembre 77, enlève le patron des patrons allemands, Hans-Martin Schleyer, et que ce patron des patrons allemands, à ce moment-là, elle le présente effectivement comme un ancien nazi, je crois qu'il avait été SS d'ailleurs, et d'une certaine façon, c'était la manière dont la fraction armée rouge revenait sur le passé de l'Allemagne. Oui, certes, il y a eu cet événement, mais la fraction armée rouge, son existence, elle ne date pas de 1977, elle est bien antérieure. Elle commence à la fin des années 60 par l'incendie de magasins de consommation. Elle s'officialise lorsque un groupe libère le leader et quelques autres dans cette démarche-là, c'est-à-dire la libération de Bader, pour le citer justement, crée bien entendu un événement en soi. C'est à ce moment-là que démarre d'une certaine manière ce qu'on peut appeler la guerre de l'information menée par la fraction armée rouge en Allemagne à travers ces actions qui sont des actions entre guillemets d'éclat et avec énormément de résonance médiatique. Mais toujours est-il que lorsqu'on prend l'histoire de la naissance de cette fraction armée rouge, et notamment son manifeste que j'ai là sous les yeux, il fait 2 pages, il est publié le 5 juin 70. Vous voyez, l'enlèvement de Schleyer, c'est 7 ans plus tard. Donc 5 juin 70, et qu'est-ce qu'il est écrit dans ce manifeste ? Eh bien, en fait, il n'y a pas un mot sur le nazisme. Il n'y a pas un mot sur le nazisme. Tout se réfère essentiellement à un discours social, c'est-à-dire que la priorité des priorités, c'est de construire une nouvelle armée rouge. Alors, construire une armée rouge, c'est le titre du texte, mais pourquoi ? Pour aller vers une sorte de retour aux sources du prolétariat allemand qui aurait besoin, selon ces activistes, de se révolter et de rentrer dans cette armée rouge d'un nouveau type, allemande, et afin d'affronter le système. Et le texte, qui est très mal construit, enfin qui est très éclectique, qui part un peu dans tous les sens, montre bien déjà que l'orientation du discours porte principalement sur « je cherche, moi, extrême gauche allemande, à faire comme les autres extrêmes gauches en Europe », c'est-à-dire chercher une forme de clientèle ouvrière, me reconstruire une légitimité par le biais ouvrier et essayer d'exister à travers cette grille de lecture. Donc, pas du tout de volonté d'exploiter ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire le capital informationnel, appelons ça comme ça, de l'après-guerre et de la manière un peu étrange dont la République fédérale allemande avait été rebâtie. Christian Belot, vous allez en Allemagne à cette époque ? J'ai pas du tout fait de séjour en Allemagne comme j'en ai fait en Italie, mais je me souviens que j'en ai quand même fait en tant que lycéen. Et je me suis retrouvé un jour à Mayence en train de distribuer un tract. À l'époque, c'était avec des lycéens de la ville qui n'étaient pas du tout engagés dans des démarches de ce type. Mais c'était un tract qui parlait justement du problème du nazisme. Et j'ai été très très étonné de voir la réaction des piétons qui s'arrêtaient parfois pour prendre le tract. Et surtout de voir la réaction des piétons qui découvraient que j'étais français, en train de distribuer un tract rappelant la période nazie à des Allemands. Et le résultat, c'était pas du tout un assentiment, mais une très très forte hostilité. C'est une anecdote, mais elle est pas si anodine que ça. C'est-à-dire que je sentais bien que par rapport au bilan de l'Allemagne, il était très difficile dans cette Allemagne-là, pourtant on devait être à l'époque en 1970, si j'ai bonne mémoire, 71. Et à cette époque-là, l'opinion publique de base n'était pas prête du tout à accepter une approche critique de l'histoire allemande et notamment de l'histoire nazie. Alors ça n'a pas valeur de sondage, mais ça me renvoie encore une fois au miroir de l'extrême gauche allemande. C'est-à-dire que l'extrême gauche allemande, pourquoi elle ne s'est pas emparée de ce sujet-là ? Je pense que c'est totalement lié
à la manière dont elle n'a pas voulu, finalement, se heurter frontalement à l'Allemagne et à la manière dont l'Allemagne s'était reconstruite. Et je vous le dis, ça c'est un sujet qui mériterait une étude beaucoup plus poussée que ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas dire par contre que la violence de la fraction armée rouge n'a pas été proportionnelle au non-dit de la non-dénazification ? Oui, alors ça peut être une explication, mais je crains malheureusement qu'elle ne soit pas suffisante. Pourquoi ? Parce qu'on est dans quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que, dans un premier temps, le suivisme de cette extrême gauche allemande, qu'on aurait pu croire puissante, puisque au moment de la révolte de Rudi Dutschke, de la manière dont les étudiants allemands ont été, entre guillemets, assez durement traités par la police lors de certaines manifestations. Un jeune Allemand a été tué par un policier qui a expliqué par la suite que son arme était partie alors qu'il n'avait pas l'intention de tuer, mais qui, on l'a appris aussi un peu plus tard, était très lié à la Stasi de la République démocratique allemande. Donc on peut s'interroger s'il y a un lien de cause à effet entre une tentative de manipulation de l'Allemagne de l'Est pour essayer d'appuyer là où ça fait mal en Allemagne de l'Ouest. Bon, je passe sur ce type de détails, mais ces détails ne sont pas tout à fait anodins. On y reviendra un tout petit peu plus loin dans la discussion. Ce qui est sûr, c'est que le problème de l'extrême gauche allemande, c'est qu'elle faisait l'impasse sur le champ le plus exploitable d'une démarche subversive, et notamment dans le domaine de la guerre de l'information, et elle préférait être dans un suivisme, dans une sorte de mimétisme pour aller vers un prolétariat qu'elle n'a pas pu conquérir d'ailleurs, et en ayant des actions qui d'ailleurs n'avait pas grand-chose à voir avec le prolétariat en question, puisque incendier des magasins, ça c'est le début de son histoire. Ensuite, mener des attentats qui touchaient directement soit la politique ou la géopolitique. Je pense notamment quand, dans le cycle répression et réaction à la répression, la fraction armée rouge fait une prise d'otage en Suède à l'ambassade d'Allemagne où elle abat 2 diplomates allemands. Il est clair que la montée aux extrêmes des attentats menés par la bande à Bader, comme on l'appelait, c'est pas vraiment de s'occuper des combats sociaux qu'il pouvait y avoir en Allemagne et de mener des opérations comme en Italie ou en France à l'intérieur de certaines usines où on appuie avec des gens présents dans l'usine défendant la cause du groupe qui essayait de s'exprimer à sa bannière pour marquer des points et grignoter des parts de marché, entre guillemets, sur le terrain habituel de la social-démocratie ou des syndicats classiques. Ça n'a pas du tout été l'histoire de la fraction armée rouge. L'histoire de la fraction armée rouge, c'est une histoire totalement liée à l'information, d'une certaine manière, c'est-à-dire dès le moment où Bader est arrêté, puis est de nouveau dans la nature suite à un commando qui libère, puis de nouveau arrêté, et là, avec toute la médiatisation qui va suivre, le rôle particulier des avocats de Bader dans cette médiatisation, sachant que notamment ces avocats vont jouer un rôle déterminant puisque ce sont eux qui vont être notamment les recruteurs de la seconde génération de la fraction armée rouge, et tout le cycle d'attentats liés justement à la médiatisation, à la diabolisation, et ensuite aux résultats des tensions liées aux attentats eux-mêmes, attentats qui vont aussi porter sur des cibles contre des militaires américains, notamment en Allemagne, etc. On est dans un espace clos très particulier, où il y a d'un côté, premier espace clos, la tentative de parler à un prolétariat allemand qui, par définition, ne se retrouve pas dans la fraction armée rouge, parce qu'elle ne le voit pas sur le terrain. Deuxième espace clos, un soutien à la lutte menée par le Viet Cong et le Nord-Vietnam contre les États-Unis dans le cadre de la guerre du Vietnam. Mais là, c'est pareil, quid de la réalité allemande dans ce dossier-là, à la limite. Et puis avoir un soutien en France dans les conséquences de la guerre d'Indochine et les traces que ça avait laissées dans ce pays. Il y a un lien possible, mais en Allemagne, le lien est absolument inexistant. Donc on est dans un deuxième espace clos. Et le troisième espace clos de la fraction armée rouge, qui va être révélé beaucoup plus tard, c'est le rôle que la République démocratique allemande,
que les services de renseignement de la République démocratique allemande, et pas que de la RDA, mais aussi, on peut dire, du bloc de l'Est, voire des soviétiques, le rôle qu'ils ont joué dans l'évolution même du terrorisme allemand, puisque, rappelons-le quand même, en 1980, il est reconnu aujourd'hui que la fraction Armée Rouge a été aidée par la Stasi, la fameuse police politique de la RDA, que la Stasi a exfiltré de RFA vers la RDA 8 membres de la fraction Armée Rouge, et non des moindres, et que ces 8 personnes ont été ensuite installées en Allemagne de l'Est, on leur a trouvé du travail, et ils ont vécu jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc ce troisième espace clos, qui est un espace très particulier, qui est le champ du monde opaque du renseignement, avec à l'intérieur les logiques d'affrontement Est-Ouest, c'est le troisième espace qui en fait enferme un peu plus la réalité de la fraction Armée Rouge. Et ce qui veut dire que quand on en revient au phénomène informationnel qui a marqué toute cette époque, rappelez-vous, c'est la manière dont Jean-Paul Sartre va visiter Bader à la prison de Stammheim, c'est les déclarations d'avocats, c'est les débats qui vont tourner autour de la condition des prisonniers. Il y a bien entendu des phénomènes tragiques dans tout ça. Un membre de la fraction Armée Rouge va faire une grève de la faim, Holger Mainz, va se laisser mourir. Et c'est vrai que la photo de son cadavre est un squelette comme ceux qu'il y avait à Auschwitz. Donc il y a là un certain nombre de paradoxes, mais qui est quand même très intéressant, c'est de voir que à cause de l'enfermement de la fraction Armée Rouge dans les 3 espaces clos dont j'ai parlé, malgré ces tentatives d'explication, soit par des textes, soit par des interviews, soit même par des ouvrages. Il y a des ouvrages qui ont été publiés dans les années 70, signés par la fraction Armée Rouge en France. Quand on lit cette littérature, ou quand on relit le texte qui sert de manifeste, on voit bien que on cherche une stratégie, en fait. C'est-à-dire, quelle était la stratégie du groupe Fraction Armée Rouge. Et si la stratégie, c'est construire l'armée rouge allemande, là, on voit bien qu'on est dans la stratosphère, pour ne pas dire plus. Et si on redescend à l'intérieur du texte, on n'en voit pas de stratégie. C'est-à-dire, on voit une volonté de réagir sur des mouvements, appelons ça anti-flics, sur une espèce de tentative d'aller vers ce qu'on va appeler plus tard une sorte de prolétariat social, c'est-à-dire tous les cas sociaux ou tous les jeunes au chômage ou tous les systèmes d'aide, etc. On voit aussi, bien entendu, une forte polarisation sur la question du Vietnam qui sert de prétexte pour réagir, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une stratégie. Si je prends la fin, par exemple, du manifeste, car les écrits restent et il faut savoir les relire, je cite l'extrait: « Ne restez pas assis sur le sofa de ton appartement perquisitionné en comptant les amours et les petits esprits mesquins, construisez l'appareil de diffusion correct, laissez tomber les flippés, les mangeurs de choux, les travailleurs sociaux, ceux qui ne cherchent qu'à gagner des faveurs, le pack de lumpen. » Rien que ces 3 lignes-là, elles expliquent toute l'incohérence d'une démarche dans les éléments de langage. Parce que là, quand on échange ensemble, tu sais très bien que un des aspects fondamentaux de la guerre de l'information, c'est la construction des éléments de langage. Et la force des éléments de langage, et on l'a vu dans des podcasts précédents, elle est déterminante. Eh bien, la faiblesse des éléments de langage, justement, de la fraction Armée Rouge allemande, ça montre la réalité de cette structure et le déphasage total qu'il va y avoir entre l'extraordinaire résonance médiatique liée aux actions terroristes de la fraction Armée Rouge et l'extraordinaire pauvreté dans la stratégie qui est censée les initier. Et pour ce qui est des résultats, les résultats, c'est encore pire. Parce que le résultat, c'est les gens, les auteurs d'attentats qui sont tués ou qui se retrouvent en prison pour des périodes très longues. Et finalement, on ne sait pas quel est le résultat. Parce que le résultat, c'est une défaite absolue face à l'État fédéral allemand. Donc, si je comprends bien, la fraction Armée Rouge portait en elle-même les germes de sa destruction et elle a confondu résonance médiatique et guerre de l'information. Oui, et elle n'a pas mené de guerre de l'information comme celle qu'elle aurait pu mener, parce que, effectivement, si le premier axe avait été la lutte anti-nazie au sein de la Nouvelle-Allemagne, il est clair que l'écho recherché aurait peut-être été faible en Allemagne, mais il aurait été sûrement très important hors d'Allemagne.
Et c'est là où on peut se poser des questions, justement. C'est-à-dire que les gens de la fraction Armée Rouge se revendiquaient plus ou moins d'une certaine forme de maoïsme. Je ne sais pas quel rapport on peut trouver avec le maoïsme à ce niveau-là. Mais en tout cas, si je reprends l'image que je viens de donner, l'encerclement par l'extérieur, rappelez-vous, dans la Chine communiste de Mao, avant la victoire de 49, on parlait d'encercler les villes par les campagnes. Là, par exemple, ça aurait pu être un encerclement de l'Allemagne sortie du nazisme avec, hélas, beaucoup de traces du nazisme présentes dans sa reconstruction, et par l'extérieur, c'est-à-dire tous les pays qui avaient souffert de cette Allemagne nazie, de ses actions militaires, de son occupation et des conséquences de l'occupation. Ils n'ont pas choisi ce chemin-là, et je pense qu'ils n'ont pas choisi ce chemin-là parce que soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait vraiment un problème presque d'ordre psychanalytique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de noter que la deuxième génération de la fraction Armée Rouge, une partie sort de systèmes d'analyse de la psychiatrie. Donc on aurait pu dire qu'ils étaient plutôt armés, mieux armés que d'autres, dans le domaine psychanalytique, ou pour essayer de comprendre ces phénomènes. Je ne pense pas que ça ait été le cas, je pense qu'il y a effectivement un blocage, mais je pense qu'il y a aussi au-delà d'un blocage. Et là, je prends une deuxième anecdote personnelle. Vers le milieu des années 80, je rencontre une personne, une des premières libérées de la fraction Armée Rouge qui passe sur Paris. En fait, j'ai eu l'envie à ce moment-là de poser une question à cette personne. C'est justement celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire, mais comment se fait-il que vous n'ayez rien fait pour légitimer votre action à partir du phénomène nazi et notamment de ses traces dans l'Allemagne après 1945 ? Et la réponse, elle était inexistante. C'est-à-dire, c'est comme si je lui parlais une langue étrangère, elle ne voulait pas entendre parler de ça. Alors c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup troublé, parce que quand on est extérieur à l'Allemagne et qu'on voit cette situation, on comprend pas. On comprend pas. Alors pourquoi on comprend pas ? C'est parce que si on se replonge dans l'époque des années 60-70, trouver ce que j'appelle des légitimités maximales pour agir, c'est-à-dire essayer de, non pas d'être entendu par quelques-uns, mais avoir un écho réel dans des fractions non négligeables de l'opinion publique, c'était la priorité absolue à la limite. Cette priorité absolue n'existait pas. La fraction Armée Rouge a tout de même mené des ersatz de guerre de l'information. Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple ? Alors si je reviens sur un aspect précis de la manière dont la fraction Armée Rouge a mené sa guerre de l'information, on peut dire qu'elle l'a menée justement lors de l'affaire de l'enlèvement des patrons allemands, Hans-Martin Schleyer. C'est quand même une séquestration, il y a enlèvement puis séquestration, qui s'étend sur un mois et demi, du 5 septembre 1977 au 19 octobre 1977. Et pourquoi c'est une guerre de l'information ? C'est parce qu'ils ne se contentent pas de dire, voilà, on sort un communiqué, on a enlevé telle personne et en échange, on veut la libération de tant de prisonniers. Non, il va y avoir un suspense, il va y avoir un certain nombre de textes et de vidéos. Et ce qui est quand même intéressant, c'est comment cette guerre de l'information s'est reflétée à la fois en Allemagne, mais aussi hors d'Allemagne. Et là, je pense à la France notamment. Car en France, que s'est-il passé ? La fraction Armée Rouge a utilisé ou a pensé utiliser pour ses propres intérêts, non pas des soutiens qu'elle avait en France, mais des relais potentiels. Exemple, il y a ce fameux journal Libération qui, à l'époque, recevait la nuit des vidéos envoyées par la fraction Armée Rouge et qui montraient Hans-Martin Schleyer. Il y en a une célèbre où on voit Hans-Martin Schleyer filmé avec le logo de la fraction Armée Rouge qu'il tenait dans ses mains. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que la nuit, Libération récupérait la vidéo, donc merci la fraction Armée Rouge, et le jour, Serge July faisait des éditoriaux enflammés parlant de guerre des monstres et en tapant comme il le pouvait sur la fraction Armée Rouge et en dénonçant son action. Donc là, on a un phénomène paradoxal qui mériterait aussi d'ailleurs une certaine étude qui n'a pas eu lieu, je crois, en France, sur le comportement de certains médias qui avaient été créés par l'extrême gauche et dans leur évolution, et ce que j'appellerais un certain type d'opportunisme, parce que je ne sais pas quel autre mot utiliser. Mais ce qui est frappant dans cette histoire,
c'est de voir que le scénario qui a été beaucoup plus dramatique à la limite que celui qui a eu lieu en Italie avec l'affaire Aldo Moro, dont on a parlé dans le podcast à propos d'Italie, c'est-à-dire que là, il y a aussi une personnalité de premier plan qui est enlevée, qui va être assassinée, puisqu'on va retrouver le cadavre de Hans-Martin Schleyer dans le coffre d'une voiture dans une ville française, à Mulhouse, en Alsace. Et il y aura en parallèle cette affaire du détournement d'avion mené par un commando à la fois composé de gens venant du Moyen-Orient avec le soutien de la fraction Armée Rouge pour tenter d'obtenir la libération des principaux dirigeants de la RAF qui étaient de la Rote Armee Fraktion, donc qui étaient notamment emprisonnés à Schlamheim. Et toute cette espèce de feu d'artifice informationnel avec les retombées médiatiques qu'on peut imaginer à l'époque, qui étaient très 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 importantes, aussi bien à la télévision, radio, presse écrite, aboutit finalement à un échec, bien sûr, majeur, c'est-à-dire la mort de Bader et d'autres de ses proches dans la prison allemande, et d'autre part l'échec du détournement d'avion, et enfin le fait que la fraction Armée Rouge finalement va petit à petit disparaître. Notons quand même qu'un de ces derniers coups de main, ça renvoie au troisième vase clos dont je parlais tout à l'heure, c'est l'attentat après la chute du mur de Berlin, le 30 novembre 1989, contre le patron de la Deutsche Bank, qui est assassiné par la fraction Armée Rouge. Et cet homme était quand même en lien avec toute l'opération de réunification et notamment la disparition de la RDA à la clé. Et rappelez-vous le rôle que la RDA a joué par rapport à la fraction Armée Rouge. Donc, si je reviens sur cet ensemble de la situation allemande, on peut dire que la guerre de l'information, si on la regarde au premier degré, elle a atteint certains paroxysmes avec des phénomènes très spectaculaires, avec des attentats de plus en plus solides au niveau technologique. Je pense notamment à la tentative d'attentat contre le général Haig, qui n'était pas n'importe quel militaire américain, avec un système qui a heureusement échoué pour lui d'ailleurs, mais qui était très très élaboré. Et cette technologie, cette capacité d'aller vers des milieux intellectuels très réduits, beaucoup plus réduits qu'en Italie et en France, mais quand même, Cohn-Bendit servait de chauffeur à Jean-Paul Sartre pour aller visiter Bader à la prison de Schlamheim. Bon, je ne pense pas que son emploi était d'être chauffeur de voiture. Donc, on était dans quelque chose d'assez particulier, on était dans l'esprit des années 60 et en même temps, on était complètement à côté de la plaque de ce que pouvait être une stratégie sérieuse et pertinente de guerre de l'information à vocation subversive. Et là, il y a une question que je trouve assez intéressante, qui est l'attitude du bloc de l'Est, l'attitude notamment de la RDA, l'attitude d'un système de renseignement comme le HVA dirigé par Markus Wolf, et quel était leur rôle par rapport à ça. Et finalement, ça aussi, c'est une étude que je ne vois pas forcément apparaître dans les bilans tirés sur cette période, où il s'est passé quand même beaucoup de choses. C'est que le système bloc de l'Est n'a pas vraiment cherché à taper la bonne cible. Je reviens à la cible de la recomposition de la République concurrente, la République fédérale allemande. Parce que finalement, la RDA elle-même s'est construite avec une fusion quand même assez originale entre des anciens du système répressif nazi, tirés du Sicherheitsdienst, donc du service de sécurité de la SS, tirés de la Gestapo, tiré ensuite du système du ministère de la Sécurité du Reich, le RSHA, etc., et avec le savoir-faire NKVD, c'est-à-dire que effectivement, en RDA, on a aussi construit, en utilisant partiellement un savoir-faire nazi, notamment dans l'appareil sécuritaire. Alors c'est ce qui explique peut-être pourquoi les systèmes de renseignement de l'Est n'ont pas été très très créatifs ou n'ont pas souhaité aller dans cette direction, peut-être parce qu'ils se sentaient eux-mêmes concernés par la direction en question. Attaquer les éléments de recomposition nazis au sein de la République fédérale allemande, c'était par ricochet risquer de faire parler des éléments de recomposition nazis au sein de la République démocratique. Donc c'est là où finalement le résultat de tout cela, c'est un grand malaise
Mais je tiens quand même à attirer l'attention sur un point qui n'est pas anodin. C'est que finalement, malgré tous les dégâts humains commis au sens symbolique et spectaculaire par la fraction armée rouge, les personnes ont, même les plus accusés, enfin ceux qui étaient responsables et qui avaient dirigé des actions, certes ont fait un certain nombre d'années de prison, mais ont toutes été libérés. Et le très intéressant dans cette histoire, c'est de voir une fois de plus l'ambiguïté de ce fameux titre de film dont je parlais tout à l'heure, Le labyrinthe du silence. Bien, je trouve que c'est un très beau titre parce que l'Allemagne, la Nouvelle-Allemagne, est effectivement un labyrinthe. Et quand on essaie de comprendre des stratégies de guerre de l'information dans ce labyrinthe, eh bien, je crois qu'il faut être très, très patient et très, très précis afin de cerner le pourquoi du comment. Merci. C'est une belle conclusion. Donc après l'échec allemand et la montée aux extrêmes de la guerre de l'information en Italie, nous reviendrons au prochain épisode en France pour voir ce qu'il en est.